Dans 3 jours commenceront les festivités de notre chère ville de Petit-Bourg, et peut-être que l'occasion nous est donnée de nous interroger sur le sens de la fête. Que fait-on-nous? Les quelques 2 années passées ont eu leur lot de difficultés. Et ce début de mois d'août nous a enlevé 2 amis, 2 frères, 2 pères, en la personne d'Edmond Gagneur, dit Titi, et Rodrigue Damas. Qu'à jamais nos pensées les accompagnent vers la lumière et que nos regards se tournent vers leur famille. Nous partageons votre peine. Courage. Chères concitoyennes, concitoyens, amis, parents de Petit-Bourg, chers amis de réseau, bonjour. Mon propos aujourd'hui est de nous interroger sur le sens que nous donnons à la vie dans la cité. Le sens que nous donnons à nos actes pour nous-mêmes et la collectivité, aux actes que nous posons pour nos enfants. Je vous propose de faire ce que nous n'avons pas encore fait. Rencontrons-nous par la pensée, si ce n'est physiquement, et partageons, échangeons, découvrons-nous un peu. J'ai toujours pensé qu'il nous fallait sortir du temps pour saisir l'instant, ce qu'il y a de beau. Nous fabriquons en permanence notre idée du bonheur. Quand un occidental chrétien voit le bonheur, il imagine la magie de Noël. Et s'il est un réalisateur de films à grand succès, il instillera cette idée du bonheur, glissant celle-ci dans l'inconscient collectif. Certains y verront l'hégémonie de l'Occident et de leur mode de vie, de leurs croyances. D'autres même se radicaliseront en face, pensant leur cause juste. C'est un peu comme cette génération de hippies qui, aux yeux de leur père, étaient bizarres au point de n'être pas compris pour leur musique bizarre, leurs aspirations étranges, leurs mœurs à la morale particulière. Et aujourd'hui, ce sont eux qui prennent la place de leur père en regardant la génération suivante. Et j'entends l'un d'eux dire avec ironie en écoutant ce rappeur de Marseille, parce que là, il chante. Et oui, chacun voit midi à sa porte, et chaque génération croit détenir sa vérité. J'ai pour ma part tiré 2 leçons de ce constat. La première étant que nous devions faire confiance à ceux qui viennent, la génération d'après. Car, quel que soit ce que nous considérons comme perdu dans leur attitude, leur culture, leur éducation, ils sont plus armés que nous pour affronter la vie. Et la génération qui suivra le sera encore plus. Il en est ainsi depuis les premiers pas de l'homme. À tort ou à raison, il avance. La seconde chose que j'ai apprise est notre propension, génération après génération, à fabriquer chacun notre idée du bonheur. Chacun considérant son idée comme le standard et le conceptualisant pour le distiller à tout le monde. Or, le bonheur ne se fabrique pas durablement, ne se conceptualise pas sans faille, ne s'invente pas sans risque, ne se crée pas. Il est. Il est le sourire d'un fils, la caresse d'une fille, le pardon inconditionnel, l'amour de l'autre, la tendresse reçue sans attente, la bienveillance d'un regard sur autrui. Mais nous passons notre temps à vivre l'instant, la tête dans le guidon, sans élever nos regards au-dessus de nous-mêmes. Nous verrions alors combien nous nous enfermons dans l'idée que nous nous faisons du bonheur. Tentons toujours d'impliquer l'autre dans sa réalisation, quitte souvent à le rendre responsable de sa non-réalisation. Les êtres passent et ne font que ce qu'ils peuvent au moment où ils le font. Jacques de Chabannes, marquis de la Palisse, n'aurait pas dit mieux. Car en définitive, même le menteur, le malhonnête, le roublard et le manipulateur ne savent qu'être que ce qu'ils sont au moment où ils le sont. La question n'est pas de savoir s'ils se trompent ou non, s'ils ont tort ou raison. La question est de prendre conscience qu'ils apprennent.
à l'école de la vie où nous tous nous sommes. Demandez-vous s'il est juste de battre froid l'élève d'une classe que l'on vilipende pour être le cancre, ou pour être celui à avoir des chaussures trouées quand on saura plus tard qu'il était dyslexique, ou encore avoir connu la pauvreté de sa vie. Ou encore c'est celui-là qui, bourreau de sa classe, passe son temps à martyriser les plus faibles quand on comprendra plus tard qu'il avait besoin d'aide pour subir lui-même chez lui de pires violences. Tout est relatif. Et les vérités des uns ou des autres ne sont qu'illusoires. Je nous invite à sortir du temps, à quitter notre planète, pour la regarder d'un autre angle de vue, en englobant tous les infinis détails, en une courbe graphique de la vie comme la ligne simple d'un algorithme pourtant complexe. Car l'état de la matière va du simple au complexe, quand l'esprit doit partir de la complexité d'un concept pour en revenir à l'idée simple, la base, l'essentiel. Ceci est l'équilibre entre matière et esprit. Revenons donc à l'essentiel. Qu'est-ce qui fonde notre bonheur ? Quand un homme séparé de la mère de ses enfants lui voue une certaine détestation, ou inversement, oublient-ils tous les deux aimer leurs propres enfants ? Si on aime ses enfants, comment ne pas aimer celui ou celle qui fait partie d'eux ? Réfléchissons-y quelques minutes. Où se trouve notre bonheur ? Et encore une fois, la nature nous offre moultes exemples tout autour de nous pour y déceler les prémices des réponses qui se trouvent à l'intérieur de chacun de nous. Jamais parler à une femme que l'on aborde n'a été aussi facile que quand on lui dit la vérité qui se trouve en nous. À savoir, être, par exemple, désarmé devant elle, car elle nous touche au point de ne savoir quoi dire ou faire, mais que la seule idée de ne pas la revoir ou connaître d'elle nous terrifie. Jamais parents n'aideront mieux à grandir leurs enfants qu'en reconnaissant n'être que des guides et non des sachants, présents pour les accompagner et non les contraindre. Mais l'on craint tellement de ne pas être à la hauteur de quoi, de qui d'ailleurs, que nous marchons sur les obstacles qui nous font face, même si ces obstacles sont des êtres humains comme nous-mêmes. La seule vérité qui vaille est celle qui nous fait regarder nous-mêmes avec limpidité, sans faux semblant, sans dissimulation de nous-mêmes à nous-mêmes. Car si l'on est honnête avec nous-mêmes, on le sera forcément avec l'autre. Et c'est ici que débute la compréhension d'un mécanisme plus général. Toute chose du dehors trouve son règlement d'abord en nous-mêmes. Nous ne pourrons jamais améliorer notre société si chacun de nous ne s'améliore. En tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'époux ou épouse, en tant que voisin, bref, ne s'améliore en tant qu'être humain. J'entends que la complexité du monde trouve une réponse simple en notre esprit. Car complexité et simplification sont un cycle, une boucle. Ils ne sont qu'un. Telle une expression algébrique, passant de l'un à l'autre, ou une matière passant de l'état gazeux à l'état liquide, ou encore à l'état solide, par exemple comme l'eau. Tel l'atome de carbone qui, associé au dioxygène, est la plaie de notre climat, le CO2. Mais qui, associé à quelques 4 milliards et demi, il y a quelques 4 milliards et demi d'années, à d'autres atomes de carbone, donna une chaîne carbonée, autrement dit de l'acide aminé, base de la vie unicellulaire puis multicellulaire, base de la vie. La matière passe du simple au complexe, quand l'esprit doit conceptualiser le complexe simplement. La nature ne cesse de nous enseigner ce dont nous avons besoin pour nous comprendre. Nous les humains qui faisons partie d'elle et qui en sommes des éléments complexes. Les ennuis commencent quand nous confondons complexe et compliqué. Compliqué est en cycle avec facilité, quand complexe
l'est avec simple. Être en cycle, cela veut dire qu'il ne s'oppose pas en réalité, mais qu'il forme un tout. Je nous invite ainsi à reconsidérer ce qui nous entoure et qui semble s'opposer, pour y voir un cercle, un cycle. Je nous invite à rapprocher les contraires, car ils sont liés. Ainsi faut-il apaiser nos esprits pour trouver ce lien qui nous unit tous, qui nous unit à chaque chose, qui nous fait participer au tout, qui nous fait faire un. Ainsi, les contrariétés avec une ex-femme ne sont plus rien face au merveilleux bonheur que sont nos enfants, ou les merveilleux sentiments qui vous ont rapprochés dans le passé. Ces contrariétés devraient être alors entendues comme un merveilleux malheur, celui dont parlait Boris Cyrulnik. Car l'on apprend de nos souffrances. Et si l'on est attentif, on grandit. Chaque fois que nous critiquons l'autre ou lui reconnaissons des défauts, rappelons-nous que reconnaître, c'est connaître de nouveau. Et que connaître, c'est naître avec. Ainsi, si nous reconnaissons ce défaut chez l'autre, c'est que nous l'avons en nous, prêt à bondir, quand on s'y attend le moins. Pour ma part, il y a une seule raison qui me fait aimer profondément les gens, et ne pas les juger, même au pire moment de leur existence. C'est que je me connais suffisamment pour savoir que je suis capable d'éprouver tous les sentiments humains et que je puisse être victime de chacun d'eux. Comment alors juger l'autre pour ce qu'il est ou ce qu'il fait, quand d'autres circonstances auraient pu me voir, moi, être ou commettre pire? Pensez-vous que les êtres humains soient si différents les uns des autres? La psychologie n'existerait pas si c'était le cas. Ce ne sont que les circonstances qui font les opportunités, bonnes ou mauvaises. Jean-Jacques Rousseau aborde ce sujet beaucoup plus complètement dans son ouvrage « Le mythe du bon sauvage ». Cessons donc le jugement et retrouvons l'essentiel. Cessons de gaspiller les heures du jour à d'inutiles et stériles complications. Le temps nous est compté. Voyez donc cet ex, non plus comme ce véritable salaud ou cette véritable mégère, mais comme un mauvais apprenant, un mauvais élève qui vous fait souffrir parce que vous avez cru qu'il ou elle détenait les clés de votre bonheur, quand il ou elle cherche lui-même les siennes. Seriez-vous alors vous-même un mauvais apprenant? L'on ne peut donner à l'autre que ce que l'on possède déjà. Et ce que l'on possède d'essentiel en nous, l'on ne peut donc le perdre. L'on ne peut donc le donner, mais on peut simplement le partager. Cultivons donc en nous l'essentiel. Et si cette assertion semble vraie pour tout le monde, que devient-elle concrètement pour nous-mêmes dans la pratique de nos vies de tous les jours? Laissez-moi vous donner 2 exemples assez banals mais signifiants. Si en sortant du travail, vous avez envie de demander à votre femme d'aller au cinéma en voyant le panneau d'un film qui vous attire, eh bien dites-le lui. Mais ce faisant, revenez à l'essentiel, qui est en vous, à savoir que c'est vous qui avez envie d'y aller au cinéma. Et non, chérie, t'as pas envie d'aller au ciné. Vous vous prendrez un vent de l'espace et créerez de la frustration d'abord en vous, puis dans votre couple. Si votre mari vous a interrompu chez des amis tandis que vous racontiez vos vacances, pensant peut-être qu'il racontera cette histoire mieux que vous, sacré ticoque, eh bien dans sa voiture, ne lui reprochez rien, mais revenez à l'essentiel, qui est en vous, à savoir qu'il vous a causé un sentiment premier, dont vous lui parlez en ignorant l'effet dernier. Vous parlerez de la cause, et non de l'effet, à savoir la colère. Car face à un reproche,
on se justifie. Et face à un sentiment, on grandit. Et puis la colère, la virulence sont le résultat de notre incapacité à faire autrement sur le moment. La violence n'est que le dernier refuge de l'incompétence, disait Isaac Asimov dans Le cycle des fondations. Ce que j'entends à travers ces deux exemples, c'est que passer du complexe au simple s'applique pour chaque chose du quotidien. Le moindre événement, du banal au plus important, et ceci à chaque instant. Car dites-moi, vous ne respirez pas seulement quand vous êtes essoufflé, mais bien à chaque instant. Il en est de même pour retrouver l'essentiel, l'essence de chaque chose, l'essence de nous-mêmes, à chaque instant, avant que d'agir ou parler. C'est retrouver l'enfant que nous étions avant qu'il n'ait été happé par les contingences de la vie qui nous ont poussés à nous construire une fausse image de nous-mêmes à laquelle on se conforme une vie durant. Bien des gens acceptent de faire de grandes choses, mais peu se contentent de faire des petites choses au quotidien. C'est une citation de Mère Teresa. Bien des gens donc comprennent les concepts de la sagesse, mais peu trouvent les méthodes pour y parvenir. Or, nous avons tous besoin de méthodes pour parvenir au succès, et ceci vaut pour toutes les disciplines humaines. L'on ne parvient au dehors que lorsqu'au dedans nous sommes prêts. Cela veut dire que la seule personne que nous pouvons, que nous devons contraindre sur terre, c'est nous-mêmes. Seulement nous-mêmes. Si je m'oblige à m'asseoir droit sur une chaise, en contraignant mon corps à la droiture, à force de faillir, je serai corrigé. Et l'exercice répété chaque jour, après des années, aura force d'habitude, et mon esprit en sera grandi, élevé, jusqu'à être éveillé. C'est à ce seul instant que je pourrais considérer que mon esprit domine la matière. Car avant cela, c'est la matière qui me domine. C'est l'habit qui fait le moine, jusqu'à preuve du contraire. C'est la bêtise qui prime sur l'intelligence dans le monde dans lequel nous vivons. Regardons autour de nous, partout autour de nous, des exemples y sont. Avoir pris le temps de vous parler de choses intimes, de choses du quotidien, est pour moi essentiel. Car c'est ça, faire de la politique. Ce n'est pas raconter des salades, mentir au peuple et puis assurer ses mandats. Faire de la politique, ce n'est pas participer uniquement à des conseils municipaux ou à des conseils communautaires. Étant moi-même conseiller municipal, vous avez eu cette gentillesse de me nommer au conseil municipal de notre ville, comme au conseil d'agglomération du Nord Grande Terre, du Nord Basse Terre, la CNBT. Mais voyez-vous, nous n'avons pas de pouvoir. Les gens comme moi, les élus comme moi, n'ont pas de pouvoir. Je suis bien en peine d'aider la collectivité, car je n'ai pas de pouvoir. Et ceux qui détiennent le pouvoir ne se soucient pas de l'essentiel, à savoir nous-mêmes, eux-mêmes. Et je ne les juge pas. Je ne les juge pas, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et même quand on leur propose des solutions, car il vous faut savoir que j'ai eu l'occasion de proposer des solutions sur diverses choses. Sur le traitement des eaux usées, par exemple. Sur la réfaction des réseaux d'adduction d'eau potable, qui ont réduit de plus de 30% le coût qui a été d'ailleurs évalué à entre 600 millions et 1 milliard. C'est penser aux gens, aux hommes, aux femmes, aux enfants qui habitent le quartier, qui habitent le pays. Et c'est ne pas mener une politique de mensonge. Bientôt débarquera dans vos vies de taxes supplémentaires que chacun pour l'instant ignore. Et cela dans votre dos. Je parle des taxes GEMAPI, GEPU.
vous en entendrez certainement parler, j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus. Alors, mes amis, mes concitoyens, faire de la politique pour moi, ce n'est pas faire comme tous ceux qui m'ont précédé. Ce n'est pas me montrer à faire des gestes macaques, y'a qui pouille au qu'un fait. Vous savez, parfois, une action silencieuse vaut bien mieux que du bruit qui ne fait rien. Le chien aboie, la caravane passe. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions chacun, à l'intérieur de nous, nous remettre en question. C'est ça qui est important pour moi. Et je vais militer toute ma vie durant pour ça. Car si je suis un meilleur père, un meilleur homme, un meilleur époux, un meilleur citoyen, je participerai mieux à la vie de tout le monde. Je m'intégrerai mieux dans la société, trouverai ma place pour agir, pas en égoïste, mais collectivement. C'est ça pour moi faire de la politique. Alors, je vous souhaite bonne fête. Je vous souhaite une bonne fête de notre ville de Petit-Bourg. Bon 15 août. Et puis, une pensée pour les familles endeuillées, comme celles qui sont dans la joie. Préservez-vous. Faites attention à vous. Je vous salue. Bernard Abdoul Manharoudine, conseiller municipal de notre ville et conseiller d'agglo de la CNBT.